Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une force invisible, mais absolument fondamentale qui façonne le monde qui nous entoure, la torsion. C'est la science du vrillage et croyez-moi, elle est partout. Allez, c'est parti, on va décortiquer comment tout ça fonctionne. Imaginez un instant l'axe d'une voiture ou un simple tournevis en train de forcer sur une vis. Qu'est-ce qui fait que ces objets ne se cassent pas en deux net, sous l'effet de cet effort? Eh bien, la réponse tient en un mot, la torsion. En fait, le principe est assez simple. Prenez n'importe quelle poutre ou n'importe quel axe. La torsion, c'est ce qui se passe quand deux forces opposées essayent de le faire tourner sur lui-même, dans des sens contraires. C'est tout simplement une force de vrillage. Parfait. Maintenant qu'on a une image en tête, on va décomposer cette force pour vraiment la comprendre. Quel est le principe physique qui se cache là derrière? L'analogie la plus simple, c'est d'imaginer qu'on essore une serviette mouillée. Chaque main applique une force de rotation, mais dans un sens opposé à l'autre. La torsion, c'est exactement ça. Une pièce qui subit deux couples, deux forces de rotation, qui s'opposent. Bon, maintenant, passons à l'expérimentation. Parce que pour concevoir des objets qui ne cassent pas, les ingénieurs doivent absolument connaître leurs limites. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions, il faut les tordre jusqu'à ce qu'ils cèdent. Et voilà à quoi ressemble un essai de torsion. On prend un échantillon du matériau, on le bloque très solidement d'un côté, et de l'autre, on applique une force de rotation, un couple, de plus en plus grand. Le but du jeu, c'est de mesurer très précisément à quel point le matériau se tord, et surtout, à quel moment exact il va finir par casser. Ce graphique, c'est un peu l'histoire de la vie du matériau sous torture. Au début, on est dans la zone élastique. Il se tord, oui, mais si on relâche l'effort, il revient à sa forme d'origine, un peu comme un ressort. Puis, on passe un cap, on entre dans la zone de déformation plastique. Là, c'est trop tard, la déformation est permanente. Et si on continue de forcer, eh bien c'est la rupture. Ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est que dans des conditions idéales, la déformation est super prévisible. La pièce ne s'allonge pas, elle ne se gondole pas à n'importe comment. Non, chaque section circulaire tourne simplement par rapport à celle d'à côté. C'est comme si on avait une pile de pièces de monnaie qu'on faisait pivoter. D'accord, on a vu ce qui se passe de l'extérieur. Mais à l'intérieur, au cœur de la matière, quelles sont les forces qui sont réellement en jeu? Et là, on touche à un concept absolument fondamental. La force interne, ce qu'on appelle la contrainte, n'est pas du tout répartie de manière uniforme. En fait, elle est nulle, à zéro, pile au centre de la pièce. Et plus on s'éloigne du centre, plus elle augmente, jusqu'à atteindre son maximum, tout à l'extérieur, à la surface. Le cœur de la pièce est tranquille, alors que c'est sa peau qui prend tout l'effort. Et cette contrainte si particulière à la torsion, elle a un nom, c'est la contrainte de cisaillement. C'est cette force qui essaye de faire glisser les couches de matière les unes sur les autres, un peu comme quand on étale un jeu de cartes sur une table. Bon, maintenant qu'on a compris la théorie, passons à la pratique. Comment les ingénieurs se servent de tout ça pour fabriquer des pièces qui tiennent la route? En gros, il y a deux règles d'or à respecter. La première, c'est la résistance. Il faut être certain que la contrainte maximale à la surface de la pièce ne dépassera jamais ce que le matériau peut supporter. C'est la condition de non-rupture. La seconde, c'est la rigidité. Parce que parfois, il ne suffit pas que la pièce ne casse pas. Il faut aussi qu'elle ne se torde pas trop pour qu'elle puisse fonctionner correctement. Et c'est là que la forme de la pièce, sa géométrie, entre en jeu. C'est évident qu'un profilé carré, un tube rectangulaire ou un cylindre ne vont pas du tout réagir de la même façon à la torsion. La forme de la section transversale, c'est vraiment un facteur clé dans la conception. La valeur magique dans tous ces calculs, c'est ce qu'on appelle le moment quadratique polaire, ou IG. On peut voir ça comme une note qui évalue l'efficacité d'une forme pour résister au vrillage. Plus ce fameux IG est élevé, plus la pièce sera costaude, pour une même quantité de matériaux. Et c'est là que ça devient vraiment malin. Puisqu'on a vu que la contrainte est nulle au centre d'un axe, pourquoi y mettre de la matière? Un arbre creux est bien plus efficace. Il offre une résistance quasi identique pour un poids beaucoup, beaucoup plus faible. Et c'est exactement pour ça qu'on en trouve partout en aéronautique ou dans les voitures de course. Jusqu'ici, on a parlé de beaux cylindres bien lisses et parfaits. Sauf que, dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué que ça. En réalité, les pièces mécaniques ont des gorges, des trous pour des vis, des changements de diamètre, et chacune de ces petites irrégularités géométriques agit comme une loupe qui va concentrer les contraintes. Ce sont les points faibles, les endroits où une fissure a le plus de chances de démarrer. Pour maîtriser ce phénomène, les ingénieurs utilisent ce qu'ils appellent le coefficient de concentration de contrainte, ou KT. C'est juste un multiplicateur qui leur dit « Attention, à cet endroit précis, la contrainte sera 2 fois, 3 fois, 4 fois plus élevée qu'ailleurs. » En le calculant, ils peuvent s'assurer que même au point le plus faible, la pièce restera en sécurité. Alors, après avoir vu la théorie, les tests, la conception, revenons à l'essentiel.
Pourquoi est-ce que tout ça est si important dans notre vie de tous les jours? Eh bien, la réponse est simple. La torsion est absolument partout. Dans l'arbre de transmission qui fait avancer la voiture, dans le vilebrequin du moteur, dans le mât d'un hélicoptère ou d'une éolienne, dans la structure d'un immeuble qui résiste au vent, et même dans le geste tout bête de tourner une clé dans une serrure. Comprendre la torsion, c'est finalement comprendre comment le monde mécanique qui nous entoure tient debout. En ayant compris tout ça, on commence à voir le monde un peu différemment. On voit l'ingénierie qui se cache dans un pont, la physique à l'œuvre dans un moteur. La prochaine fois qu'un objet est vrillé ou tourné, observez-le attentivement. Maintenant que ces forces cachées ont été révélées, qu'est-ce qui sera regardé avec un œil nouveau?